Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit épisode un petit peu business. Peut-être que je ferai ça de temps en temps parce que ça me fait plaisir aussi de parler de Comme un diadème en tant que tel, étant donné que c'est ma marque et que c'est un projet qui m'a passionnée et me passionne encore. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de révolutionner à 30 ans le marché de la perruque. Ouais, ça fait très très prétentieux comme ça, mais bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé, donc n'ayons pas peur des mots et n'ayons pas peur de se la péter surtout, ça serait dommage. Non, plaisanterie mise à part, j'ai lancé ma marque Comme un diadème il y a maintenant 2 ans et c'est une marque qui a quand même un petit peu beaucoup cassé les prix du marché par 2 ou 3 et qui a aussi, je pense, donné une image beaucoup plus jeune, beaucoup plus glamour et beaucoup plus moderne aux volumateurs et aux perruques en général. Et du coup, je vais vous raconter comment l'idée a germé en moi. Qu'est-ce qui m'a pris d'un seul coup, alors que j'avais une formation qui n'avait rien à voir, un métier qui n'avait rien à voir, d'avoir envie de lancer une entreprise dans la perruque, les toupets, du jour au lendemain. Donc à la base, moi j'ai une formation scientifique, j'ai fait un master en microbiologie, en gros un master d'infectiologie spécialisé microbiologie, et ensuite j'ai fait une thèse de microbiologie à l'Institut Pasteur où j'ai étudié Clostridium difficile, une bactérie responsable de diarrhée nosocomiale chez les personnes âgées, du coup dans les hôpitaux. C'est très très glamour tout ça, mais ça me passionnait, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Ensuite j'ai travaillé dans les biotech pendant plusieurs années et au moment où j'ai lancé ma marque, j'étais responsable recherche et développement dans une entreprise de biotech. Et donc du coup, comment je passe de ça à la vente de cheveux sur internet ? Je pense que ça peut être intéressant à raconter. Donc en fait, comme vous avez dû peut-être le voir si vous avez écouté mes épisodes précédents, et si c'est pas le cas, je vous encourage à le faire parce que ça resitue du coup un peu le contexte. Moi, je suis passée à l'âge de 30 ans au complément capillaire. Et à l'époque, c'était une solution très taboue. Personne n'en parlait sur les réseaux. On voyait rien sur YouTube. On voyait rien. Enfin, moi, en tout cas, j'avais rien trouvé sur les blogs. Sur YouTube, c'est sûr, il y avait rien. Sur Instagram, bon, j'y étais pas beaucoup, mais franchement, j'avais jamais rien trouvé sur l'alopécie androgénétique. Et pourtant, j'en ai passé des nuits à taper des trucs sur Google. Donc, vraiment, il y avait rien. Sauf que, devenant de plus en plus clairsemée, j'ai dû faire face aux solutions dont j'avais quand même appris l'existence, c'est-à-dire le volumateur capillaire. Et donc, j'ai porté un volumateur capillaire pour la première fois à l'âge de 30 ans. Et donc j'ai commencé à en parler sur YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos, notamment parce que en plus ce volumateur capillaire il était assez cher. Quand je suis allée dans la boutique la première fois, il était à 1550 et vu que j'avais une petite chaîne YouTube de 1500 abonnés, je me suis dit pourquoi je leur proposerais pas un partenariat, parce que personne parle de ça sur YouTube, peut-être qu'ils seront intéressés. En réalité, j'ai pas pensé une seconde qu'une marque comme Annie Davray, qui avait quand même une certaine renommée, puisse avoir envie de faire un partenariat avec une chaîne comme la mienne, qui était toute petite, mais je me suis juste dit, allez, je propose, on sait jamais, mais je me disais même, si jamais ils acceptent, ça va être compliqué, parce que d'un seul coup, il va falloir l'afficher sur YouTube, mais j'étais tellement certaine qu'ils accepteraient pas, que des fois, dans ma vie, moi je fais ça, je tente des trucs en me disant, mais de toute façon, ils diront non, donc comme ça, au moins, je pourrais pas avoir de regrets, et puis de toute façon, ils diront non. Et le problème, c'est qu'ils ont dit oui. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à faire des vidéos sur les volumateurs capillaires. Donc, dans le cadre du partenariat, il y en avait 4. Hashtag exploitation quand même. Bon, je plaisante, je sais que c'est cher un volumateur capillaire, mais 4 vidéos sur YouTube en échange d'un produit gratuit, même s'il est cher, généralement, ça se passe pas comme ça. Mais bon, j'avais une toute petite chaîne qui valait rien du tout, donc j'ai accepté, j'étais prête à tout, moi, pour avoir ce volumateur. Je me serais prostituée, en fait.
Je suis en train de me dire que mon humour ne va jamais passer. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Si vous me suivez sur YouTube et que vous écoutez mes podcasts, c'est que vous me supportez encore. Donc bon, je vais laisser la blague. Donc je fais ces 4 vidéos et il se trouve que ces vidéos suscitent beaucoup de vues en fait. J'ai vu ma chaîne d'un seul coup exploser entre guillemets, je suis toujours pas squeezée aujourd'hui, mais d'un seul coup grimper en abonnés, grimper en vues, grimper en commentaires, enfin j'ai vu un pic, il y a eu clairement un avant-après, parce que évidemment personne ne parlait de ça nulle part, dans tout ce qui était francophone en tout cas, donc du coup toutes les filles je pense qui rentraient de chez le dermato, et peut-être vous en faites partie, qui tapaient sur Google ou sur YouTube alopécie recherche de solutions, elles tombaient sur mes vidéos et elles commentaient et elles m'écrivaient des mails et il y a eu beaucoup d'interaction. Je suis en train de me rendre compte que je vais la faire trop longue, mais bon, parce que là je reprends toute l'histoire depuis le début. Et donc, c'était très agréable pour moi, pour une fois, d'avoir des gens qui regardent mes vidéos, parce que en fait à la base c'était une chaîne sur la maternité, je faisais des vidéos, mais tout le monde s'en foutait un petit peu. J'avais quelques vues, mais c'était un succès d'estime, on va dire. Il y en avait tellement des chaînes sur la maternité que je sortais pas du lot. J'aimais bien faire mes petites vidéos, j'avais 1500 abonnés, je faisais des centaines de vues, mais bon, rien de foufou. Et d'un seul coup, j'avais de l'intérêt sur mes vidéos. Et surtout, ça a été super thérapeutique pour moi de faire ces vidéos. Donc, j'ai commencé à multiplier les contenus parce que non seulement ça plaisait à l'audience, c'est toujours agréable quand on a une chaîne et qu'on s'investit tous les week-ends à faire des vidéos sur son temps libre, de se rendre compte que ça plaît, mais en plus, moi, ça me plaisait aussi de me dire, là, vraiment, je casse un tabou, en fait, je donne des informations sur quelque chose que personne ne parle de ça, c'est hyper tabou en France et au bout d'un moment j'ai eu vraiment envie aussi de partager un maximum de connaissances sur le sujet pour que les femmes qui soient dans ma situation puissent savoir que ces solutions existent, parce que déjà il y en a beaucoup qui ne savent pas, savoir que ça fait naturel et savoir aussi que savoir comment on entretient, enfin bref, toutes les astuces que j'ai données en vidéo, les informations sur les produits, comment ne pas se tromper et tout, parce que en fait, moi, au fur et à mesure du partenariat avec Annie Davray, j'ai appris à connaître différents types de produits, parce que j'ai su ensuite que le premier produit que j'avais eu, c'était vraiment pas le top du top. J'en avais pas conscience sur le coup, j'étais super contente, c'était mon premier volumateur, j'étais ravie, mais il était pas du tout de ma couleur, il était en monotop, ce qui est pas un drame en soi, mais la base était trop petite, elle faisait un survolume, quand c'était impossible de faire épouser ça à mon cuir chevelu, donc ça me faisait un bloup sur la tête, et ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte que quand ils m'ont proposé d'essayer des meilleurs produits. Donc au fur et à mesure de mes vidéos et des produits que j'utilise et que j'essaye avec eux dans le cadre du partenariat, il y en a eu que 2 des produits, faut pas croire que j'en ai eu 600, j'en ai eu que 2, mais par contre j'en ai fait 600 des vidéos et il y en avait franchement 95% des vidéos n'étaient pas en partenariat. Il y a eu les 4 premières qui étaient en partenariat et ensuite il y a eu une vidéo sur le volumateur en cheveux européens en partenariat, mais voilà, il y a eu 5 vidéos. Et en fait, dans cette même année, il y a des vidéos sur les volumateurs, les perruques et compagnie, et j'ai dû en faire 50. J'étais vraiment très productive cette année-là, j'avais que 1 enfant, j'en avais pas 3, donc ça a beaucoup aidé. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai eu ces 2 volumateurs gratuitement. Donc le premier coûtait 1550 et le deuxième, qui était vraiment très très beau et très naturel et qui, pour le coup, vraiment était plus haut de gamme. Il était en silk top, il avait une base large qui épousait mon cuir chevelu. Je découvre qu'il vaut en boutique 5500 € pour des cheveux qui sont mi-longs. Alors, en cheveux russes, certes, mais quand même. Et là, je me dis... Bon, comment ça va se passer quand je vais devoir les payer là? Ça va être un peu compliqué quand même. Parce que autant 1550, moi quand je suis allée en boutique au départ, j'étais prête à le payer. Enfin, je veux dire, je savais que c'était à peu près ces prix-là. S'ils avaient refusé le partenariat, j'avais prévu de les payer. Je m'étais dit de toute façon, moi je vais plus chez le coiffeur depuis 10 ans. Il y a des femmes qui vont chez le coiffeur tous les 2 mois, qui vont mettre 80, 100 € entre leur coupe, la couleur, les mèches ou quoi. Au final, ça fait un budget coiffure sur 2 ans. Moi, je m'étais préparée à avoir un budget 2005. Mais quand j'ai vu que tous les volumateurs qui me plaisaient réellement et qui étaient vraiment qualitatifs, ils étaient au-dessus de 2005, parce que j'en avais essayé un autre à un moment
qui était à 2005, je me suis dit, bah là on va avoir un problème parce que s'il faut lâcher 3000 euros tous les 2 ans pour acheter un volumateur, c'est pas possible. Pour moi, 3000 euros, c'est un budget, je sais pas, c'est un budget vacances, quoi. Et encore, enfin, il y a plein de gens qui partent en vacances pour moi, enfin... 3000 euros, c'est vraiment un gros budget, et je me disais, mais mince, en plus, je venais d'avoir ma fille, et me dire que j'allais dépenser autant d'argent pour mes cheveux, je le vivais pas très bien, sachant que moi, j'ai jamais été très dépensière, c'était un peu compliqué. En plus de ça, j'avais beaucoup de femmes qui me contactaient et qui me disaient, bah moi j'ai pas les moyens, est-ce que t'as pas des enseignes moins chères et tout, donc j'essayais de les orienter vers des enseignes moins chères. Donc à ce moment-là, pour moi-même, j'ai essayé de commander chez des sites qui étaient moins chers en France, des sites de e-commerce que peut-être vous connaissez. Je vais pas dire leur nom parce que j'ai pas envie de les afficher, ça serait pas sympa, mais c'était vraiment pour le coup des sites, mais je sais pas, super glauques, genre t'arrives là-dessus, t'as 30 ans, t'as envie de t'ouvrir les veines, je vous jure. Enfin, je pense que vous savez si vous y êtes allé, mais les photos et tout, c'est que des gens, que des femmes, on dirait des femmes qui jouent dans Dallas avec des coupes de speakerines des années 80, enfin, je sais pas, y a rien qui va, le maquillage, tout, elles sont belles, hein, elles sont bien maquillées, elles sont bien coiffées, mais on dirait des pubs de coiffure des années 70, enfin, franchement, je trouvais ça super glauque. Et encore, là, je vous parle d'un des sites leaders, mais il y avait aussi des sites moins connus, parce que j'ai cherché un peu partout, hein. Moi, je cherchais vraiment à trouver un volumateur moins cher, donc j'y ai passé des heures à chercher, et il y avait des sites, mais d'un glauque, avec des gens qui prenaient des photos, mais pourtant des sites de e-commerce, mais je sais pas, les photos, elles étaient prises d'une manière, on avait l'impression qu'ils avaient pris le volumateur dans un caniveau, enfin, les trucs... Les volumateurs, ils étaient retournés aussi souvent. Vous voyez, les bases ouvertes. Et souvent, ils étaient courts parce qu'il y avait beaucoup de produits, même pour hommes ou pour femmes, et certainement peut-être pour personnes âgées parfois. Et t'avais l'impression que c'était genre des oiseaux morts écrasés. C'est une de mes copines qui m'avait dit ça un jour, Sarah, si elle passe par là, elle m'avait dit, ouais, on dirait des oiseaux morts tombés du lit, écrasés. Et en fait, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais c'était d'un glauque. Et en fait, tu te retrouves là-dessus à 30 ans. Alors, il y avait aussi les femmes qui avaient des cancers, en fait, et étaient beaucoup représentées sur ces sites-là. Et tant mieux quelque part, hein, je remets pas ça en question, c'est vraiment important que les femmes qui ont des cancers et qui perdent leurs cheveux puissent se retrouver sur les sites. Mais c'est vrai que t'arrives sur ces sites-là, t'as que des femmes soit qui ont des cancers, soit qui ont des alopécies vraiment très marquées, universelles, etc. Même juste des pelades, c'est pas représenté, c'est vraiment les femmes complètement chauves. Et bah, c'est vrai que je me disais, bah mince, pourquoi je me retrouve sur ce site à 30 ans, quoi. Les coupes, c'était vraiment des coupes un petit peu... Enfin, on va dire... Elles étaient bien, les coupes, hein, c'était les coupes genre Sophie Davant et tout, mais c'est vrai que c'est rare à 25-30 ans qu'on ait déjà des coupes de femmes d'âge beaucoup plus mûr. Et en fait, le problème, c'était l'absence de représentation de femmes jeunes, en fait. Mais bon, je me dis, t'as pas le choix, ma pauvre Lucette, hein. T'as 30 ans, tu portes un toupet, tu vas commander, hein. Donc je commande sur ce site et je reçois le produit et je l'essaye et sur le coup je trouve que ça va pas, mais je suis un peu dans le déni. C'est-à-dire que je veux me persuader que ça va. Donc j'insiste, je le porte et tout, et c'est vrai qu'il était pas du tout de la même couleur que celui que j'avais eu chez Annie Davray, qui était beaucoup plus blond et qui faisait certes un survolume, mais du coup il faisait moins, je sais pas, peut-être moins massif en termes de cheveux, il faisait plus naturel. Et bref, j'essaie ce produit, je sais plus quelle marque c'était, je sais plus si c'était Gisela Mayer ou John Renault, un truc de ce style, mais c'était les produits qu'on voyait partout sur le site, quoi. Et il coûtait 1500 € en plus, et en fait, je sais pas, ça faisait pas naturel, mais sur le coup, je suis dans le déni. Et en fait, c'est mon père qui me le dit quand il me voit avec, il me fait « Oh, t'as mis un truc là sur ta tête ?» Et là, je fais « Bah oui, pourquoi ?» Il me dit « Ah ouais, non mais là, ça se voit, franchement, faut que tu le renvoies parce que ça fait pas naturel du tout. » Et franchement, il avait raison. Donc en fait, à ce moment-là, je me rends compte que en France, ça va être compliqué, quoi. Quand je vais devoir prendre un volumateur, soit je vais lâcher le prix d'une voiture, donc 5500 € pour avoir quelque chose qui me plaît, soit je vais avoir quelque chose d'hyper ringard et qui fait toupet des années 70. Donc je suis dans une situation compliquée à ce moment-là.
Mais bon, heureusement, j'ai à ce moment-là encore mes volumateurs Annie d'Avray sous la main qui sont encore dans leur durée de vie puisque je les porte depuis à peine un an. Donc voilà, j'ai le temps de réfléchir. Et en fait, en parallèle, moi, il y avait beaucoup de femmes qui m'écrivaient régulièrement pour savoir où aller. Et donc moi, je les orientais forcément toujours vers Annie d'Avray parce que pour moi, il y avait que ça comme solution. Il y avait que là que j'avais pu quand même être contente. Même avec mon premier volumateur, globalement, j'avais été satisfaite. Donc je les orientais vers cette enseigne-là. Mais souvent j'avais comme retour ouais mais c'est super cher et je disais ouais je sais mais enfin je pouvais rien y faire moi non plus en fait. Et en fait un jour parmi les filles qui m'écoutent et qui me suivent sur YouTube, il y en a, il me semble qu'il y en a eu plusieurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais Laure, il y a des enseignes à l'international qui font des super produits, tu devrais aller voir. Et en fait elles me donnent les noms de ces enseignes et effectivement je vais voir et je me rends compte qu'il y a des volumateurs en cheveux brésiliens avec des bases flexibles un peu comme celui à 5005 que j'avais chez Annie d'Avray, du coup en silk top. Donc à ce moment-là j'apprends le terme de silk top et je comprends ce que c'est parce que j'avais vu qu'il y avait une meilleure imitation du cuir chevelu dans celui à 5005 chez Annie d'Avray, mais en fait dans les grandes enseignes ils vont jamais vous dire à quoi correspond la structure de la base. Ils vont pas rentrer dans ces détails-là. En gros, tu sais pas ce que t'achètes, tu comprends pas trop. Et quand tu connais rien, t'arrives, et surtout à l'époque, il y avait zéro information sur YouTube, hein, il y avait pas, sur YouTube, sur Internet, il y avait pas toutes les vidéos que j'ai fait maintenant, donc silk top, monotop, tu sais pas ce que c'est, tu vois, quand t'as su à 5005 que t'as une meilleure imitation du cuir chevelu, mais moi, sur le coup, je savais même pas que ça s'appelait silk top. Et en fait, quand je me rends compte qu'il y a ces enseignes à l'international, je comprends que ce que j'ai, c'est du silk top, je comprends que c'est une base 15x15 qui, au final, est assez petite. Je comprends surtout que à l'international, il y a des marques qui proposent ça à des prix, on va dire, autour de... À l'époque, c'était $800. Ça a beaucoup augmenté depuis parce qu'avec le Covid, etc., les prix ont augmenté un petit peu partout. Mais en gros, pour $800,000, t'as un volumateur, t'as un choix de dingue, t'as des couleurs magnifiques et t'as des bases larges et flexibles et confortables, comme ce que je vous expliquais dans dans le podcast, choisir un volumateur de qualité. Et donc là, je me dis, mais c'est génial ce truc. Et ça y est, j'ai enfin trouvé ce qu'il me faut. Des sites glamour avec des beaux produits et on va dire 1 000 €, ça reste cher, mais par rapport à 5 000, il y a quand même une avancée. Mais le problème, c'est que ces sites... Ils sont tous à l'étranger. Il y a un site aux États-Unis, il y a un site en Australie, à l'époque il n'existait pas, mais bref, il y a quelques leaders à l'international, mais ils sont tous à l'étranger. Et donc en fait, quand on commande sur ces sites-là, on a, je crois, que 2 ou 3 jours pour renvoyer le produit. Bon, ça, à la rigueur, c'est dans mes cordes, mais quand ils récupèrent le produit, ils reprennent 10%, donc si tu te trompes, tu perds 10%, et surtout, il y a des frais d'importation, des frais de douane qui sont assez élevés, donc si à la fin t'es pas contente de ton produit et que tu le renvoies, tu perds non seulement 10%, mais tu perds aussi les commissions bancaires, les frais à l'importation. Bref, tout ça fait que pendant des mois, j'hésite à commander et je n'arrive pas à franchir le cap parce que c'est des sommes quand même très conséquentes, c'est des sommes autour de 1 000 € et acheter comme ça quelque chose à 1 000 € à l'étranger, enfin si tu le reçois pas, s'il y a le moindre problème, si ton produit au bout de 3 mois il se détériore et tout, tu fais quoi? Et du coup j'ai jamais osé franchir le cap. Et donc pendant tout ce temps, je me dis mais c'est trop con qu'on n'ait pas ça en France quoi. Putain, pourquoi il y a ça à l'étranger? Pourquoi il y a ça aux US? Pourquoi il y a ça en Australie? Pourquoi il y a ça même en Angleterre? Et pourquoi on n'a pas ça chez nous? Et en fait, je suis frustrée de me dire mais eux, ils ont des super trucs et nous en France, on est en retard et on n'a pas ces choses-là. Et du coup, pendant plusieurs mois, je me tâte à commander, je commande pas et je me dis mais c'est trop dommage qu'on n'ait pas ça en France. Et un jour, je me rappelle, j'étais en train de me balader dans la rue avec mon père. Et j'étais encore en train de penser à ça parce que mes pensées étaient toujours focalisées sur les volumateurs, c'était ma véritable obsession, pire que mon alopécie en fait, j'avais le cerveau qui était, ça a tellement changé ma vie que vraiment je pensais qu'à ça tout le temps. Et en fait, je commence à lui parler de ça et je lui dis mais ouais, il y a pas ça en France et d'un seul coup, je lui dis mais tu sais quoi? Je lui dis à chaque fois que je vois des gens à la télé, genre à 7 à 8 ou quoi, qui parlent d'une entreprise qu'ils ont montée, je suis toujours super admirative parce qu'ils ont une idée, ils arrivent à sentir qu'il y a un manque et à trouver l'idée. Et à chaque fois que je les regarde, je me dis, ouais, ces mecs, ils sont forts et tout. Mais ils ont trouvé le truc qui manque. Mais moi,
j'ai jamais l'idée du truc qui manque, j'arrive jamais à identifier quelque chose. Et pourtant, j'ai jamais cherché à faire une entreprise, mais c'est vrai que à monter une entreprise, mais c'est toujours une réflexion que je me disais quand je voyais ces gens, ces entrepreneurs et tout. Excusez-moi, je parle avec les mains, j'ai donné un coup au micro. Quand je voyais ces entrepreneurs, je me disais, bah ouais, ils ont réussi à identifier un manque. Et là, d'un seul coup, je dis à mon père, bah tu vois, là, c'est la première fois de ma vie que j'identifie vraiment un manque. Et là, il y a quelque chose à faire en France. Et je lui dis, si j'avais le courage, bah moi, je le ferais. Et donc, mon père, il m'écoute que d'une oreille, il me dit, bah oui, mais... Ça tombe dans l'oreille d'un sourd, il me dit ouais c'est vrai, bah tu pourrais, mais c'est tout, ça en reste là. Et en fait, c'est au moment où je dis cette phrase, si j'avais le courage, je le ferais. J'y crois pas une seconde que je pourrais le faire. En fait, juste je dis il y a un truc à faire en France et il faudrait que quelqu'un le fasse. Et moi, je pourrais avoir l'idée et si j'avais le courage, je le ferais. Mais le truc, c'est que j'ai pas le courage. Et en plus, moi, j'ai un métier qui n'a rien à voir. À ce moment-là, je suis responsable recherche et développement dans une entreprise de biotech. Je suis absolument pas dans le commerce. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Mais quelque part, ce jour-là, c'est ce jour-là que la graine a été plantée, en fait. La graine de l'idée de l'entreprise. Et en fait, cette graine, je l'ai laissée sous la terre pendant des mois. C'est pas sans y penser, mais bah pour moi c'était pas faisable en fait. J'avais pas les épaules et je me disais ouais il y a trop un truc à faire, mais voilà en fait monter une entreprise ça se fait pas en 2 minutes en fait. Ça demande du temps, de l'investissement. Moi, j'avais ma fille de 1 an à l'époque. Je venais de reprendre le travail. En plus, le week-end, je faisais mes vidéos sur YouTube. Donc, j'avais très, très, très peu de temps, en fait, pour m'investir dans un projet comme ça. Un projet qui était, à ce moment-là, beaucoup trop grand pour moi. Parce que lancer une entreprise, c'est une chose. Mais lancer une entreprise viable, tout faire de A à Z, et encore, à l'époque, je l'avais pas encore fait. Je me rendais même pas compte de ce que ça impliquait. Donc l'idée est là, elle est dans un coin de ma tête, mais je l'exploite pas parce que je me dis bah t'as pas les couilles, je veux dire t'as pas les épaules, t'es pas comme ça, toi t'es dans le salariat, t'es bien. En plus, si je lançais cette entreprise, il n'était même pas question de penser en vivre, c'était juste lancer un business à côté pour le plaisir, juste pour le défi quoi en fait. Donc je laisse l'idée germer. Et pendant ce temps-là, moi je continue mes vidéos YouTube sur le sujet parce que je vois que c'est quelque chose qui plaît, je vois que ça intéresse et je me constitue une communauté. Je continue aussi à travailler dans les biotech. À l'époque, j'avais repris la direction d'un service de recherche et développement. Je remplaçais ma chef qui était à l'époque en congé maternité. C'était un énorme défi pour moi, donc j'avais absolument pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de me lancer dans autre chose. Et puis surtout, comme je vous ai dit, c'est pas que je me sentais pas capable, mais c'était... Tu lances pas une entreprise comme ça, en fait. Il suffit pas d'en parler, c'est qu'après, il y a des choses à mettre en branle et j'en étais pas là dans ma vie. Mais en fait, un jour, j'ai eu un déclic, un véritable déclic. Et je pense que je vous raconterai du coup dans le prochain épisode. Et oui, teasing de fou. Qu'est-ce qui m'a poussée du jour au lendemain à me dire « Non mais Laure, tu peux plus reculer. S'il y a quelqu'un qui doit faire ça en France, c'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre et c'est maintenant. » Donc ça sera dans la partie 2 de cet épisode. J'avais pas prévu d'en faire 2 parties, mais là ça a été quand même déjà assez long et je me dis que ça vous fait un petit suspense pour le prochain épisode qui sortira très prochainement. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et je vous dis à bientôt pour la partie 2.